Vous suivez Vas-y en Guinée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Aider la Guinée à mettre en place un plan de riposte à Ebola et définir les stratégies pour assister la Guinée dans sa relance économique et l'objectif de la visite de quelques heures du président du groupe de la Banque mondiale en Guinée. Des manifestations ont éclaté ce matin à Yimbaya Bougie dans la commune de Matoto contre l'installation d'un centre de traitement d'Ebola. C'est aujourd'hui qu'était prévue la cérémonie de pose de la première pierre, une cérémonie qui devait être présidée par le chef de l'État. Les chiens errants deviennent de plus en plus nombreux dans la ville de Conakry malgré l'organisation des campagnes d'abattage alors qu'ils peuvent être source de maladies comme la rage. Plus de détails dans cette édition d'information. Tout d'abord, le président du groupe de la Banque mondiale a effectué une visite de quelques heures à Conakry. Objectif constater de visu les réalités que vive la Guinée en cette période d'Ebola, élaborer un plan de riposte pour étendre le cas zéro et définir les stratégies d'assistance du pays pour assurer sa relance économique, comme rendu signé Lansana Traoré. Cette visite de Jim Gyong Kim s'inscrit dans le cadre de l'assistance de la Guinée dans sa riposte contre le virus Ebola et l'appui du pays dans sa relance économique. Nous savons que l'épidémie continue d'évoluer. Nous savons aussi qu'en Guinée, elle est moins importante que dans les autres pays. Mais le contrôle frontalier va être très important pour résorber la progression de l'épidémie. Nous avons abordé aujourd'hui un plan qui nous amènerait au cas zéro, c'est-à-dire à 0 cas. Avec Ebola, on ne peut pas être satisfait de quelques cas qui restent. En même temps que nous combattons Ebola, il est important que nous abordions aussi le plan, le plan économique pour justement sortir de la crise, et pour cela nous avons alloué des fonds sur 3 ans que nous allons déjà délivrer sur les 2 premières années, et nous allons poursuivre la recherche de fonds pour cette 3e année. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées, notamment l'agriculture, l'électricité et l'industrie. Nous avons donc abordé les différentes questions. La première, c'est l'électricité. Nous avons le barrage de Caleta qui va finir bientôt. Et en accord avec eux, avec RSFI, nous allons faire en sorte que le barrage de Soapiti commence en 2015 pour que la Guinée soit le premier pays de la sous-région à résoudre le problème définitivement de l'électricité, à pouvoir donner l'électricité aux pays voisins. Vous savez aussi que la Guinée, malheureusement, n'a pas de tissu industriel et nous n'avons pas de moyens de développer les petites et moyennes entreprises parce que le taux des banques commerciales est trop élevé. Donc, nous comptons sur le groupe de la Banque mondiale, particulièrement la SFI, afin d'accompagner les banques pour qu'on puisse avoir des taux bonifiés qui peuvent permettre à nos petites et moyennes entreprises et à nos industries de se développer. Et surtout l'agriculture. Vous savez que la Guinée peut faire 2 cultures par an si nous avons l'irrigation. Nous pouvons faire des cultures en janvier en saison de pluie. Nos paysans font 1 tonne à l'hectare alors que le projet qu'on a avec l'Afrique du Sud de 20 ans fait 7 tonnes. Donc nous pouvons à la fois faire 2 cultures par an et permettre à nos paysans de passer d'1 tonne à l'hectare à 4 tonnes à l'hectare. Mais cela suppose qu'on ait, en plus des semences améliorées, qu'on ait l'irrigation. Enfin, la Guinée a de grandes possibilités touristiques puisque nous avons le bord de mer comme le Sénégal, la savane comme le Mali, la forêt comme la Côte d'Ivoire. Mais nous avons ce que personne n'a en Afrique de l'Ouest, les hauts plateaux. Voilà, avec la crise actuelle au Nigeria, au Kenya, qui est due malheureusement au développement du terrorisme avec le Sheba, la Guinée, le Fouta, particulièrement Dalaba et Mali, peuvent être des destinations. Depuis le mois de novembre 2014, la Banque mondiale a alloué à la Guinée une enveloppe financière de 133 millions de dollars américains, dont 98 millions pour la lutte contre Ebola et 50 millions en aide budgétaire, sans oublier les 20 millions de dollars américains pour l'emploi jeune et les 15 millions pour le développement agricole. Ce geste de la Banque mondiale vient appuyer la Guinée en cette période d'épidémie. Eh bien, ce jeudi était prévu à Yimbaya Bougie, dans la commune de Matoto, la pose de la première pierre du centre de traitement d'Ebola. Cette cérémonie qui devait être présidée par le président de la République s'est vite transformée en une manifestation des populations. Les manifestants hostiles à la construction du dit centre l'ont fait savoir à travers des revendications. Saran Kamara y était suivi son compte rendu. Ebola se heurte toujours à la réticence. La preuve, les populations de Yimbaya Bougie en manque criard d'informations et de sensibilisation sur le virus demeurent catégoriques.
Pour la construction d'un centre d'Ebola ici, on refuse catégoriquement. Ils ont leur raison de dire que le centre d'Ebola de traitement ne doit pas être mis ici parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés à la base. L'analphabétisme et le manque de sensibilisation freinent la lutte contre Ebola. Et cela constitue une barrière pour les acteurs engagés dans la lutte contre cette épidémie. La mise en place d'un centre de traitement n'est jamais une chose évidente. Surtout dans des quartiers qui sont des quartiers sensibles. Donc la première démarche, ce n'est pas évidemment d'imposer la création d'un centre de traitement, mais d'ouvrir une discussion avec les populations locales, les représentants des différents groupes des jeunes de quartier. C'est ce qui va avoir lieu à la mairie et c'est la première étape, elle est indispensable. L'ouverture du centre, elle ne se fait pas contre les populations, elle doit se faire avec les populations. Après Gekedou, Wankifon et Mania, la construction d'un autre centre de traitement à Conakry ne peut être que bénéfique pour les populations locales. Mais avant, il est important de préparer le terrain social. Il était très important de commencer le dialogue avec la communauté. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est pas encore y allé pour expliquer aux gens qu'il n'y a pas aucun danger d'avoir un centre de traitement d'Ebola dans votre quartier. Le seul danger d'Ebola vient des contacts directs avec le vomissement, le diarrhée, le sang de quelqu'un gravement malade. Les partenaires engagés dans la lutte contre Ebola sont mal vus par certains citoyens. Des citoyens qui s'abstiennent d'aller dans les hôpitaux sous prétexte que c'est là que les victimes sont infectées. D'autres ont même tendance à rejeter les agents pulvérisateurs car ils soutiennent que c'est pendant les pulvérisations que le virus est propagé. Alors, une sensibilisation accrue s'impose encore et encore pour vaincre cette épidémie. À présent, lancement ce jeudi du concours mondial de recrutement des jeunes fonctionnaires par le système des Nations Unies. Une soixantaine de jeunes cadres guinéens et d'autres nationalités prennent part à ce concours. Au Centre national de perfectionnement, ils ont été évalués dans 4 filières pour être employés dans les différents départements du système des Nations Unies. Emmanuel Kondé pour le compte rendu. L'objectif de ce concours mondial du système des Nations Unies est d'aider les jeunes fonctionnaires à travailler dans les institutions internationales. C'est un concours qui s'adresse aux jeunes cadres de moins de 35 ans et ouvert à plusieurs pays du monde. Pour la circonstance, 50 candidats ont été évalués ce jeudi dans les filières des droits de l'homme, des affaires politiques, économiques, des systèmes d'information, d'informatique et de photographie au Centre de perfectionnement de Conakry. La correction des copies se fera aux États-Unis d'Amérique et les admis seront employés par le système des Nations Unies à travers ces différents départements. Le concours est une première en Guinée et toutes les dispositions sont prises par le ministère des Affaires étrangères pour sa réussite. C'est la première fois que la Guinée a été choisie pour organiser ce concours et nous tenons en tout cas à ce que ce concours soit une réussite. C'est pourquoi nous avons préparé toutes les conditions matérielles, financières et techniques nécessaires pour que ce test ait lieu en Guinée. Mais ces candidats ne sont pas seulement des Guinéens. Il y a aussi des candidats qui viennent du Libéria, de la Sierra Leone, de la Malaisie même. Beaucoup se sont présentés. Nous avons pu dénombrer 380 quelques candidats guinéens. Et parmi ceux-ci, 102 ont été retenus. Et parmi ces 102, 64 ont choisi de passer le concours au centre de Conakry. Mais je tiens à préciser qu'il y a 40 autres centres à travers le monde qui ont été agréés par le système des Nations Unies. L'intérêt porté à ce concours par les autorités guinéennes est salué par le chargé des ressources humaines du système des Nations Unies en Guinée. Et tout s'est passé vraiment dans de très bonnes conditions avec vraiment le ministère des Affaires étrangères vraiment qui est en train de conduire vraiment cette activité. L'organisation de ce concours mondial de recrutement du système des Nations Unies vient ainsi appuyer les nombreux efforts fournis par les autorités guinéennes dans le cadre de l'emploi des jeunes. Après avoir abordé les différentes épreuves, les candidats disent être réconfortés pour avoir participé à ce concours, un concours qui, selon eux, est une manière pour valoriser la formation guinéenne. On écoute ce témoignage d'Alpha Baldé au micro de notre reporter.
Le concours était composé en deux parties. Il y avait une partie générale et une partie de spécialisation. Et je pense qu'on a essayé autant que l'on peut de répondre aux questions et on attend les résultats. Nous sommes quand même réconfortés du fait de participer à ce concours-là. C'est davantage une façon de valoriser aussi nos connaissances et de montrer aussi qu'en Guinée qu'il y a des jeunes qui comptent. Donc tous ceux qui sont là quelque part quand même, ils ont un bon dossier académique, ils ont un bon dossier aussi sur le plan professionnel. Et ce qui les a permis d'être ici pour affronter ce concours. Autre registre de l'actualité clôture ce jeudi d'un atelier de lecture et de réactualisation de la loi L028 du 31 décembre 2001. Cette loi portant sur le statut général des fonctionnaires a plusieurs insuffisances. Les conditions cadres de promotion et d'instauration d'une fonction publique de carrière axée sur la performance ne sont pas prises en compte par cette loi. L'objectif de l'atelier visait à adopter la loi L028 à la réalité. Ils sont au total 6 791 instituteurs ayant obtenu leur certificat dans les écoles normales d'instituteurs de Guinée session 2012, 2013 et 2014. Ces instituteurs doivent être au service du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation pour contribuer à la formation des élèves de l'élémentaire. Après avoir réussi dans les différents examens théoriques et pratiques, ils attendent toujours leur engagement à la fonction publique malgré les démarches entreprises dans ce sens. On a eu des démarches à faire avec mes collègues, notamment toutes les différentes génies. Il y a eu des représentants partout. Donc il y a une coordination nationale qu'on a mis en place. Autrefois, on est venu voir notre premier RHI, qui est le directeur national. On est venu s'entretenir avec lui. Il nous a dit que lui aussi, il fera son mieux pour que nous soyons dans la boîte de la fonction publique. Nous sommes là en train de traîner dans les écoles privées. Ils ne font que nous exploiter. Nous n'avons rien vu. En plus, nous sommes là à l'écoute du gouvernement et de l'État. Là, nous avons décidé maintenant de se donner la main pour qu'au moins l'État ou le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Alors que dans les écoles élémentaires, l'enseignement de qualité est indispensable, le directeur national de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant estime que ces maîtres d'école devraient résoudre cette préoccupation après 3 ans de formation au lieu de 9 mois comme par le passé. Je voudrais vous dire que la formation initiale des enseignants de l'élémentaire est le soubassement du système éducatif. Évidemment, je suis d'accord qu'il faut croiser beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres sont à croiser pour l'amélioration de la qualité de l'éducation à la base, mais la formation, l'effet enseignant est assez important dans l'amélioration de la qualité. C'est à cet égard que depuis maintenant 2011, nous avons engagé une réforme de la formation initiale des enseignants de l'élémentaire. Malgré toutes les démarches menées par ces instituteurs, ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils demandent une doléance auprès du gouvernement de Mohamed Saïd Fofana pour régulariser leur situation. Comme vous l'avez vous-même remarqué, c'était plutôt un élément d'Idjatou Diallo. À présent, clôture ce jeudi d'un atelier de lecture et de réactualisation de la loi L028 du 31 décembre 2001. Cette loi portant sur le statut général des fonctionnaires a plusieurs insuffisances. Les conditions cadres de promotion et l'instauration d'une fonction publique de carrière axée sur la performance ne sont pas prises en compte par cette loi. L'objectif de l'atelier visait à adopter la loi L028 à la réalité. On fallait qu'il avoue à présent. La loi L028 du 31 décembre 2001 contient plusieurs manquements. Conséquence, la fonction publique guinéenne n'offre pas de plan de carrière aux fonctionnaires. L'incitation financière, la performance individuelle ne sont pas prises en compte par la loi L028. Une loi dont l'application fait défaut, d'où la tenue d'un atelier de 2 jours. Les spécialistes de la réforme de l'administration, les juristes et députés ont cerné les contours liés à la problématique de cette loi en vue de l'adapter à la réalité. Dans sa rédaction, il y a certaines formulations inappropriées qu'il faut corriger. Également, il y a certaines déclarations ou bien définitions des textes qui n'ont pas été bien faites
tel qu'en confondant un droit à une position administrative, et elle n'est pas adaptée à la réalité d'aujourd'hui, à savoir les types d'emplois qui existent et les types de diplômes que nous avons. Il s'agit de créer une commission qui va s'occuper de relire la loi. Ça, c'est d'abord la plus concrète. Deuxième, on a identifié l'essentiel des dispositions que nous avons estimées qui doivent faire l'objet de toilettage. Après toilettage de la loi L028, un comité restreint sera mis sur pied sous peu. Sa mission, élaborer un projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Telle est l'une des recommandations faites par les participants. Mais une fois que cela adopté, le fonctionnaire a un rôle à jouer. Le fonctionnaire doit contribuer à l'édification de ce pays par le rendement. Parce que quand ça va revenir, comme on l'appelle, au Parlement, avec les commissions, c'était la commission siège au fond, nous on va y examiner notre nouveau pour voir la pertinence et dans l'intérêt supérieur de tous les fonctionnaires guinéens. Et si c'est normal, on va voter. L'initiative est du PREMA, le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, qui veut faire de la fonction publique une structure au service du citoyen et du développement. L'augmentation du nombre de chiens dans les rues de Conakry inquiète bon nombre de citoyens. Il suffit de faire un tour dans la ville pour faire ce malheureux constat. Malgré les campagnes d'abattage souvent organisées, l'on remarque toujours des chiens errer ça et là aux grandes dames des populations. Reportage à la Mondisano, Djoumessi et Sidiki Emani. Animal de compagnie proche de l'homme, le chien est un mammifère qui, comme tous les autres, doit bénéficier d'entretien et de suivi. Sans cela, il peut se retrouver dans la rue à la recherche de nourriture. En Guinée, ce phénomène déplorable devient de plus en plus une réalité. Conséquence, une fois dans la rue, les chiens contractent souvent des maladies telles que la rage, une grave maladie qui peut être transmise à l'homme en cas de morsure par un chien malade. Par rapport aux chiens errants, moi je confirme que c'est pas une situation qui est normale quand même. Franchement, parce que ça cause d'énormes problèmes de santé publique. Il y a des cas de morsure des chiens errants, même il n'y a pas plus d'une semaine comme ça. Il y a des gens qui ont été mordus, une fille qui a été mordue par un chien errant. Bon, juste organiser des campagnes d'abattage à chaque année, confier la tâche là aux vétos privés, c'est-à-dire aux vétérinaires privés. On met aussi en demeure des propriétaires de chiens. Si tu sais que réellement tu ne peux pas supporter, tu as une femelle à la maison que tu ne peux pas supporter, il vaut mieux alors l'abandonner. On les retrouve très souvent sous les voitures, se promenant dans les rues ou dans les marchés, surtout près des boucheries où ils espèrent trouver de quoi se nourrir. Nous ne rencontrons aucun problème avec les chiens, ils n'embêtent pas les clients et des fois ils viennent manger les restes de viande. Si les chiens errants, pour la plupart, sont abandonnés à eux-mêmes, cet autre bénéficie de la bonne grâce de cet étudiant qui a décidé de l'héberger il y a 2 mois suite à un vol dont il a été victime. Il nous explique comment il s'occupe de son chien. On a été victime d'un vol ici, ça n'a même pas fait 2 mois de cela. Cela m'a poussé de chercher un chien. Il mange 3 fois par jour, le matin à 11h, à 17h et puis à 22h. Après le manger de 22h, à partir de 0h, je le laisse. Le chien étant un animal domestique, il serait injuste de l'abandonner à lui-même. Au service d'hygiène et le ministère de l'élevage de prendre leurs responsabilités face au phénomène d'augmentation des chiens errants. Les vacances prolongées ont un grand impact sur la vie de certains élèves, étudiants et professeurs guinéens. Passer toute la journée dans les quartiers, les boutiques autour du thé ou dans les salles de jeu sont entre autres les activités que mènent ces derniers en cette période de crise sanitaire que traverse la Guinée. Mariam Diallo, rendue en studio par Abdourahmane Ba.
En Guinée, octobre est d'habitude le mois au cours duquel élèves, étudiants et professeurs retrouvent le chemin de l'école. Cette année, la rentrée scolaire a été remise à une date ultérieure à cause de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un report pour trouver des mesures permettant d'éviter sa propagation en milieu scolaire. Par conséquent, certains enseignants des écoles privées disent être laissés pour compte sans aucune source de revenus. Selon eux, seuls les professeurs permanents ont droit à une prime. Depuis le mois de juin, la plupart des enseignants ne sont pas payés. Les grandes écoles, par exemple, comme la nôtre, accordent des primes à certains enseignants, surtout les permanents. En dehors de ça, disons que les 80% des enseignants, on n'a pas de salaire pendant les vacances. Donc si les vacances sont prolongées comme ça, on ne sait pas comment faire avec nos familles. Par contre, certains vacataires perçoivent quelque chose selon la bonne grâce de leur fondateur. Les besoins quotidiens là, on parvient à surmonter grâce à la bonne foi de notre fondateur. Le salaire quand même là, il paye. Les professeurs qui sont retenus comme les intraminos, ils ne payent pas le salaire intégral, mais quand même ils parviennent à les donner les primes à la fin de chaque mois. Mais on ne parvient pas à surmonter totalement nos problèmes. Les étudiants de leur côté s'occupent à leur façon. Pour cette jeune étudiante, les vacances prolongées n'ont rien d'intéressant à part les tâches ménagères. Il n'y a rien d'intéressant. Nous sommes à la maison, on ne fait pas grand-chose, on fait la cuisine avec les travaux, avec les enfants. Et on a vraiment envie d'aller à la fac. Là, on sera avec les amis, on va diminuer le stress et puis on aura plein de choses à faire. Ces jeunes étudiants, eux, passent leur temps dans une salle de jeu autour du thé, faute de stage dans une entreprise. Comme on n'a pas eu de stage dans les entreprises, souvent le matin on vient jouer un peu ici pour se récréer, pour passer un peu de beau temps avec les amis, en train de jouer, se récréer, c'est tout. Personne n'a aucune activité sérieuse qu'il puisse faire, sauf se réunir autour du barada. Cet autre étudiant passe son temps à gérer la boutique de sa mère. Soucieux de ne pas désapprendre, il souhaite que les cours reprennent rapidement. Je peux dire que je suis le gérant maintenant de la boutique, puisque les vacances, je les ai écoulées. Je n'ai même pas le temps pour revoir un seul de mes cahiers. J'ai maintenant envie de recommencer à réviser pour ne pas désapprendre. À quand donc cette ouverture des classes très attendue? Créé il y a 20 ans, le centre Nimba est un espace de réinsertion socio-professionnelle des enfants handicapés. Depuis sa création, beaucoup d'handicapés y ont été formés et vivent maintenant à leurs propres dépens. Malgré cet espoir, le centre Nimba est de nos jours laissé pour compte par les autorités. Lansana Traoré pour ce reportage. Situé à Dapompa-Tamiso, commune de Matoto, le centre Nimba a été créé par Margike Cliver, hollandaise de nationalité, pour offrir aux enfants handicapés l'opportunité d'apprendre un métier afin d'éviter la mendicité. On apporte beaucoup aux enfants handicapés qui ont passé ce centre. On a 5 promotions déjà qui sont sorties et ils ont leur atelier dans les différents quartiers ou dans les différentes communes de la capitale. Et ce centre, il prend les enfants en charge, la santé, la nourriture, le transport et les différents métiers. Il y a l'alphabétisation aussi. Ce centre d'insertion socio-professionnelle connaît d'énormes problèmes dans l'accomplissement de ses tâches. Ouais, on a des énormes difficultés. Le bâtiment, il est en vente. Et on a essayé de voir le président de la République. Ça n'a pas porté fruit jusqu'à présent. Il nous avait dit de partir voir Madame la ministre Sanaba. Et on est parti discuter, on a fait le courrier, tout avec le directeur national. Et on a envoyé à la présidence, qui a été adressé à M. Ghané. M. Ghané dit non, que lui n'a rien vu comme courrier, étant donné que moi j'avais les numéros du courrier. Le handicap n'est pas synonyme de mendicité, comme en témoigne ce handicapé. Et le matériel et le manger, pendant nos heures d'apprentissage, ils nous prennent en charge. J'en appelle à la conscience de tous mes amis handicapés pour apprendre un métier afin d'éviter la mendicité. Ce centre qui contribue depuis plus de 20 ans à l'insertion socio-professionnelle des handicapés n'a pourtant pas été associé à l'organisation de la Journée internationale des handicapés en Guinée. En réalité, il est tout simplement laissé pour compte.
Culture dans cette édition peu perdue, c'est le titre du film qui a été projeté à la Maison de la Presse ce jeudi. Un film produit par son actrice principale, Fatoumata Keïta, relate les réalités politiques que traverse la Guinée en période électorale. Objectif, sensibiliser et conscientiser les populations africaines, celles de la Guinée en particulier, sur le renforcement du tissu social et sur la culture de l'amour du prochain. Andrea Akelamo. Ce film projeté à la Maison de la Presse évoque l'une des réalités phares vécues en Guinée. Une réalisation produite pour sensibiliser les Guinéens à cultiver l'amour du prochain, la cohésion sociale et à délaisser la discrimination ethnique. 45 millions de francs guinéens, c'est le montant dépensé pour la réalisation de ce long métrage de 51 minutes. Lorsqu'on a fini de dénoncer les problèmes que nous traversons, nous avons proposé, nous avons apporté des solutions, nous avons réconcilié les familles, nous avons fait comprendre aux familles qu'aucun ne peut chercher l'autre. Nous savons tous qu'il y a deux communautés qui nous fatiguent vraiment. Deux communautés dont malheureusement je ne peux pas me débarrasser parce que j'ai l'éducation Peul, j'ai le sang malinqué. Voilà ces deux communautés qui nous fatiguent en Guinée. Voilà, nous voulons que ça s'arrête. Comédien de profession, Mohamed Lamine Diallo exhorte ses confrères à travailler en professionnel pour promouvoir la culture en Guinée. Il faut qu'on réussisse à faire des films à mode AVI à des qualités vraiment diffusables dans les différentes télés, dans d'autres télés internationales. Et c'est important parce que c'est là que le cinéma guinéen peut compétir. Et c'est important que les autres acteurs, que les autres réalisateurs, que les autres comédiens le comprennent. Cette projection de 6 minutes n'est qu'un avant-goût à laisser entendre la réalisatrice Fatoumata Keïta envisage de faire une grande projection au Blue Zone pour la bonne compréhension possible des publics cibles. Actualité sur le continent, la lutte pour le pouvoir au Zimbabwe. C'est en ce moment que se tient le congrès de la GNIPF, machine de guerre politique. La formation tout acquise à la cause de son président Robert Mugabe à 90 ans. Pas de doute, le chef de l'État sera reconduit à la tête du parti, sauf que cette fois, alors qu'il était aux affaires depuis 1980, la succession du chef de l'État fait l'objet de rumeurs de plus en plus persistantes. Reportage. Le congrès du parti présidentiel, c'est un peu l'antichambre du pouvoir au Zimbabwe. Et depuis que les rumeurs circulent sur un possible départ du président Mugabe, âgé de 90 ans, les spéculations vont bon train. De quoi agacer le vieux chef d'État. Je me présente à une élection. Je me bats pour cette élection. Et on s'attend à ce que je cède ma place à mon numéro 2. C'est complètement stupide, idiot. S'il doit être reconduit sans surprise à la tête de la formation, en coulisses, une autre partie se joue. Qui sera vice-président et pourrait un jour lui succéder? Un temps considéré comme son héritière politique, Joyce Mujuru vient d'être évincée avec 5 autres ministres, le président l'accusant de comploter pour le renverser. Essayez d'utiliser des moyens illégaux pour arriver au pouvoir. Cela, nous ne l'acceptons pas, jamais. Une purge qui coïncide avec la récente ascension de Grace, l'épouse du président. La première dame a été propulsée en août sur la scène politique, multipliant les meetings. Celle qui se fait désormais appeler la mère de la nation doit être promue à la puissante Ligue des femmes du parti. Et elle ne cache pas ses ambitions. C'est encore trop tôt pour envisager Grace comme une sérieuse option en tant que dirigeante du pays. Mais certains pensent qu'elle est devenue une sorte de Frankenstein, hors de contrôle, et elle a soif de pouvoir débordante. Dans cette course à la succession se trouve aussi le très puissant ministre de la Justice, Emmerson Mnangagwa. Celui qui incarne la ligne dure du parti est favori pour la vice-présidence, au prix d'une alliance avec la première dame. Élément de réponse d'ici la fin de semaine. Hors du continent, à présent, faut-il parler d'affaires Gizon-Bis 10 jours après les événements de Missouri, 10 jours après la relaxe du policier qui avait abattu Michael Brown. L'histoire se répète à New York. Cette fois, le grand juriste de Staten Island a décidé de ne pas poursuivre l'officier responsable de la mort d'un père de famille noire. Décision à l'origine d'une nouvelle flambée de colère suivie. Des milliers de personnes qui affluent dans les rues de New York hier soir. Les grands axes de la ville, Times Square ou encore la gare centrale de New York. Partout des manifestants ulcérés par la décision du grand jury de relaxer un policier blanc impliqué dans la mort d'un homme noir. I can't breathe, crient les manifestants, je ne peux pas respirer. Une référence
à cette vidéo qui a choqué l'Amérique. Le 17 juillet dernier, Eric Garner, soupçonné de vendre illégalement des cigarettes, est interpellé. L'homme de 43 ans, obèse et asthmatique, plaqué au sol, étranglé, on l'entend dire « Je ne peux pas respirer ». Eric Garner s'évanouit ensuite. Il est déjà mort à son arrivée à l'hôpital. Le père d'Eric Garner, le visage défait à la sortie du tribunal. Le policier blanc vient d'être relaxé et ses excuses n'y changent rien. La veuve d'Eric Garner ne veut même pas en entendre parler. Mon mari est 6 pieds sous terre et je cherche un moyen de nourrir mes 6 enfants. Voilà une polémique de plus aux États-Unis sur une violence policière à l'égard d'un homme noir, aux grandes dames de Barack Obama. Les policiers ne pourront faire leur travail que si les gens font confiance au système. Or, nous avons trop d'affaires qui font que nos concitoyens n'ont pas l'impression d'être traités de manière juste. Le ministre de la Justice américain vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête fédérale sur la mort d'Eric Garner, une tentative pour apaiser les tensions. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'attention. Nous revoir bien sûr sur le www.groupeevasionguinée.info. Merci à tous.